Imaginez deux colonies vikings établies à peu près en même temps dans l'immensité de l'Atlantique Nord. L'une a prospéré pour devenir un pays moderne. L'autre, elle, a mystérieusement disparu. Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire pour découvrir pourquoi le destin de l'une s'est joué sur un simple poisson alors que l'autre a tout misé sur une défense de morse. Alors, on a d'un côté l'Islande, une société qui a survécu à tout, vraiment tout, de la dégradation de son environnement aux dominations étrangères, pour exister encore aujourd'hui. Et de l'autre, le Groenland, une colonie qui, après 500 ans de succès apparent, s'est, tout simplement évanouie. Le mystère a été total pendant très très longtemps. La clé de cette énigme, elle n'est pas cachée dans une grande saga de guerriers. Non, la réponse est beaucoup plus terre à terre que ça. En fait, elle se cache dans les arêtes de poissons et les défenses de morse, et elle nous raconte une histoire de choix économiques qui était radicalement différent. OK, mais avant de comparer nos deux colonies, il faut prendre un petit recul et comprendre comment les Vikings ont pu aller si loin. Qu'est-ce qui a bien pu alimenter cette expansion incroyable à travers les eaux glaciales de l'Atlantique Nord? Regardez un peu la vitesse de progression sur cette ligne du temps. En à peine plus de 2 siècles, les navigateurs scandinaves sont passés de simples raids locaux aux îles Féroé à la colonisation de l'Islande, puis du Groenland, pour finalement atteindre l'Amérique du Nord presque 500 ans avant Christophe Colomb. C'est fou! Alors, comment ils ont fait? Ils avaient une sorte de combinaison gagnante. Une technologie navale vraiment de pointe, une société compétitive où les chefs voulaient toujours plus de prestige avec des biens de luxe et des compétences de survie essentielles. Pensez-y une seconde. Ils utilisaient de la laine et des fourrures, des matériaux qui, contrairement au coton, par exemple, gardent la chaleur même quand ils sont complètement trempés par les vagues de l'Atlantique. C'était absolument crucial pour survivre des semaines en mer sur des bateaux ouverts. Bon, passons maintenant à notre premier cas d'étude, l'Islande. On va voir comment les colons là-bas ont misé sur une ressource abondante, mais plutôt humble, pour bâtir leur avenir. Le concept clé à comprendre ici, c'est la marchandisation. C'est un grand mot pour une idée assez simple. C'est l'idée de prendre quelque chose de local, comme un poisson pêché près de la côte, et de le transformer en un produit standardisé. Ici, le fameux stockfish ou poisson séché, qui peut être vendu et échangé sur les marchés internationaux. Bref, on passe d'un bien de subsistance à une vraie marchandise. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut littéralement voir cette révolution économique dans leurs poubelles. C'est vrai. Les arêtes de poissons nous racontent toute l'histoire. Alors, jouons un peu les détectives archéologiques et examinons les preuves ensemble. Premier indice, la diversité. Regardez bien le graphique. Les barres de gauche, qui correspondent aux sites les plus anciens, montrent plein de couleurs différentes. Ça veut dire qu'ils pêchaient un peu tout ce qui passait par là. Mais si on se déplace vers la droite, vers les sites plus récents, on voit que la barre grise, celle de la morue atlantique, domine complètement. C'est pas un hasard, ça. C'est la preuve d'une transition, d'un choix délibéré. Ils sont passés d'une pêche de subsistance à une pêche quasi industrielle ciblée sur un seul produit. Deuxième indice, la taille des poissons. Ce graphique, il nous montre la taille des morues qu'on a retrouvées. Les deux lignes verticales noires, ça délimite ce qu'on appelle la fenêtre du stockfish. Et on voit que presque tous les poissons pêchés se trouvent à l'intérieur de cette fenêtre, entre 60 et 110 cm. Pourquoi cette taille précise? Parce que les morues plus petites, elles sèchent trop vite et les plus grosses, elles pourrissent avant d'être complètement séchées. Cette taille-là, elle est parfaite pour produire du stockfish pour l'exportation. Et voici peut-être l'indice le plus révélateur. Ce graphique a l'air un peu complexe, mais l'idée de base est simple. Il montre quelles eaux de poisson on retrouve et où. Vers la droite du graphique, on voit une immense barre noire. Ça, ce sont les vertèbres, les os du cœur du poisson. Mais regardez à gauche, là où devraient se trouver les os de la tête, il n'y a presque rien. Pourquoi? Parce que les têtes étaient coupées et jetées sur la côte, pendant que le corps, lui, était séché et transporté à l'intérieur des terres. C'est la preuve d'une véritable chaîne d'approvisionnement. Maintenant, on change complètement de décor. On traverse l'océan jusqu'au Groenland, où les colons vikings, eux, ont adapté une stratégie économique, disons-le, complètement différente et beaucoup plus risquée. L'économie d'exportation du Groenland reposait sur une seule et unique chose, une expédition annuelle super périlleuse qu'on appelait le Norðursetur. Chaque année, ils parcouraient 800 km vers le nord pour chasser le morse. L'objectif, ce n'était pas la nourriture, mais bien l'ivoire des défenses, qui est un produit de luxe très prisé en Europe. C'était un commerce de niche à haut risque, mais qui pouvait rapporter gros. Et les preuves archéologiques, elles nous montrent qu'ils ont misé de plus en plus sur cette stratégie au fil du temps. Sur le site d'une ferme de chefs, par exemple, regardez la différence. La barre de gauche représente les couches plus anciennes et celle de droite les plus récentes. La proportion d'os de morse a presque doublé. Ils mettaient vraiment le paquet sur leur chasse à l'ivoire.
Et ce n'est pas tout. On observe même une sorte de professionnalisation de la chasse. En analysant les débris, les archéologues ont découvert que dans les couches plus récentes, on trouvait beaucoup moins d'éclats d'ivoire accidentels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chasseurs devenaient de vrais experts pour extraire les défenses sans les abîmer, pour maximiser la valeur de chaque prise. L'industrie de l'ivoire était en pleine intensification. On a donc 2 colonies vikings, 2 îles presque voisines, mais 2 chemins économiques radicalement opposés. Maintenant, il est temps de les mettre face à face pour vraiment comprendre comment ces choix ont fini par sceller leur destin. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. L'Islande a bâti son économie sur un produit de base, la morue séchée. C'est du gros volume, destiné à un marché large et super stable, parce que, soyons honnêtes, les gens auront toujours besoin de manger. Le Groenland, à l'inverse, a tout misé sur un produit de luxe, l'ivoire. C'était un marché de niche, très lucratif, c'est vrai, mais totalement dépendant des caprices de la mode en Europe. Bref, l'un des modèles était résilient et l'autre était vraiment fragile. Et puis, la tempête parfaite s'est abattue. Au 14e siècle, l'ivoire de morse est soudainement passé de mode en Europe. En même temps, le climat s'est refroidi avec le début du petit âge glaciaire, ce qui a rendu les voyages en mer et la chasse encore plus dangereux. Alors, coincés avec un produit dont plus personne ne voulait et faisant face à des risques de plus en plus grands, leur économie hyper spécialisée n'avait aucune chance de s'en sortir. Elle s'est tout simplement effondrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire vieille de 1000 ans sur la survie et sur l'échec? Quelle leçon la colonie perdue du Groenland peut-elle nous offrir? Cette citation des archéologues qui ont mené cette étude résume la tragédie à la perfection. En consacrant leurs ressources limitées à la chasse aux morses, une activité qui produisait des piles de défense, non comestibles et bientôt invendables, les Groenlandais se sont littéralement engagés dans une voie sans issue. Le point crucial de toute cette histoire, c'est donc celui-ci. La survie à long terme ne dépend pas juste de la richesse, mais surtout de la flexibilité. L'économie islandaise, basée sur la modeste morue, n'était peut-être pas aussi glamour que le commerce de l'ivoire, mais elle était infiniment plus capable de s'adapter aux chocs et aux changements du monde. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Au final, cette histoire des Vikings nous laisse avec une question qui est, je trouve, vraiment puissante. On a bien vu que la spécialisation excessive dans un seul produit à la mode, ça peut être une stratégie mortelle. Et ça nous amène à nous demander, aujourd'hui, dans notre monde, c'est quoi nos ivoires de morse? Quels sont ces paris risqués qu'on poursuit, parfois au détriment de stratégies plus flexibles et plus durables? C'est une leçon qui, même 1000 ans plus tard, résonne encore très, très fort.